Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Can qui m'a accompagné pendant quelques heures de coaching et j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que j'ai bien aimé déjà ton coaching et en plus la manière dont tu vois le marketing. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que justement tu peux te présenter et surtout dire un petit peu à qui tu t'adresses et comment tu vois mine de rien ta façon de travailler, comment tu fais, comment tu fonctionnes en coaching? Ça marche. Alors donc moi c'est Can, le gentleman motivateur. Je me définis aujourd'hui plutôt comme un serial entrepreneur, pas comme un infopreneur, mais vraiment comme un serial entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises, une dans la logistique de médicaments, une agence de marketing et de formation et un business personnel de coaching d'indépendants. Alors ce que je fais et mon positionnement, j'accompagne plutôt des indépendants qui ont déjà une activité, pas des personnes qui se lancent, qui ont déjà une activité et qui ont surtout envie de trouver du sens dans leur activité. Souvent, quand on se lance, on pense avoir la bonne idée ou on attend la bonne idée pour se lancer. Cette bonne idée, elle peut être inspirée par ce qu'on voit autour de nous, par ce qu'on croit vouloir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer et d'aider la personne que je coach à développer sa zone de génie, à non pas se définir par des paramètres extérieurs, ce que font les autres, qu'est-ce que je pense qui fonctionne, etc. Mais plutôt commencer par l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver un marché qui résonne avec ce qu'on peut proposer. Parce que moi, ma vision du travail, c'est pas comme le sens étymologique tripalium, qui est l'instrument de torture, mais plutôt comme un plaisir. Pour moi, le travail, ça doit être plaisir. J'aime pas penser à tiens, qu'est-ce que je vais faire après le travail, parce que pour moi, mon travail, c'est la continuité de ma vie. J'aime ce que je fais. Je pense pas uniquement à mes week-ends ou à mes vacances ou à ma retraite. Et pour moi, quand on est indépendant, le piège à éviter, c'est justement de tomber dans sa propre prison et de s'enfermer à nouveau alors qu'on a peut-être cherché à quitter un enfermement en quittant le salariat. Voilà mon positionnement et j'aide les personnes à se développer, à se positionner en tant que soit leader ou soit personne influente, mais en allant vraiment chercher dans leur unicité, dans leur singularité. Voilà ce que je fais. Ok, c'est hyper intéressant parce que tu m'as justement accompagné là-dessus sur mon unicité, ma singularité. Ce que je trouve curieux, ce que j'aimerais bien savoir, c'est toi, je pense que tu as pas mal évolué depuis que tu es lancé. Enfin, ça fait plusieurs années, mine de rien, que tu es sur le web. Comment, je pense, tu n'as peut-être pas toujours eu ce positionnement. Quels sont les outils, méthodes un petit peu que tu as utilisés pour trouver justement, toi, ton unicité, ta singularité, qui derrière ont entraîné finalement les personnes que tu t'es attiré qui correspondaient à ton avatar client? Alors, c'est marrant parce que pour moi, fonctionner comme je fonctionne maintenant, ça a demandé pas mal d'évolution. Et pour parler de mon fonctionnement, aujourd'hui, c'est plutôt un fonctionnement où je développe mon intuition et tout ce qui est interne. Plus je le fais, plus j'arrive aussi à aider les personnes à voir ce qu'elles ont en elles. Et déjà, je pense que c'est un processus qui commence par soi. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'accompagnements, mais dans lesquels je me retrouvais plus, où je bossais pour les gens et pas avec les gens, pas avec mes clients. Et il y a eu un peu une. Alors, j'ai pas fait de burn-out. Pourtant, ça fait des années que je bosse comme un dingue. J'ai pas fait de burn-out, mais à un moment, j'ai eu une espèce de prise de conscience. Je dirais plus prise de conscience qu'un ras-le-bol que ma mission, c'était pas de travailler pour des gens, mais c'était de travailler avec des gens dans la collaboration, dans voilà, dans le fait de les aider dans leur cheminement. Et ce qui est particulier, c'est que ça s'est fait après une période un peu on va dire, où je me suis mis en ermite. Donc, j'ai coupé les réseaux sociaux pendant à peu près 6 ou 7 mois, qui fait que je me suis reconcentré sur moi, sur ce que je veux, sur qui je suis. Et dans cette période-là, je t'avouerais que je ne savais pas trop ce que je voulais développer. Je me suis juste dit, j'en ai ras-le-bol de travailler comme ça, mais je n'avais pas d'idée précise. Et en fait, bizarrement, ce sont les gens qui sont venus vers moi en me disant, Can, ça manque tes messages sur Facebook, tes messages positifs qui me donnent la patate, qui me motivent, etc. Le mot motiver, il revenait souvent. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est vrai que quand je regarde, il y a des gens qui viennent me parler, qui me parlent de leur business ou pas, ou d'autres choses.
et elles repartent avec plus de clarté, plus de motivation. Donc, il y a cette composante motivation et c'est là progressivement où ça s'est dessiné et où j'ai pris justement en termes de branding, mais aussi en termes de positionnement, gentleman motivateur. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que tu m'avais fait une remarque que j'ai trouvée marrante. Tu m'avais dit, c'est vrai que quand j'ai regardé ton style, je m'étais dit, bon, ok, gentleman, les vêtements et tout, c'est pas trop mon truc, etc. Et alors oui, j'ai mon style qui fait aussi partie de mon branding, le chapeau, le nœud pape, etc. Mais gentleman, ça vient pas de là. C'est pas uniquement du style, c'est plutôt une manière d'être. En fait, c'est un style de vie qui passe par, pour moi, le style de vie du gentleman, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, c'est celle que j'ai avec mes clients, où j'arrive à créer un cadre de bienveillance qui fait que je pense, et c'est le retour que j'ai assez souvent, c'est que les personnes arrivent à mieux s'écouter, arrivent à voir des choses selon une autre perspective. Pour certains, changer parfois de paradigme, de voir la réalité différemment, la réalité par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à leurs compétences, par rapport aussi au décloisonnement de leurs compétences pour créer une unicité dans leur activité. Donc pour moi, gentleman, c'est ça aussi. C'est vraiment voilà, cette composante bienveillance, vouloir que l'autre arrive, comprendre qu'on est dans un monde même si on n'en a pas toujours les signes, mais on est dans un monde plutôt d'abondance et pas de limite. Et quand on voit ça quand on voit le monde comme abondant, en fait, on n'a pas peur que les autres soient nos concurrents. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aime évoluer. Et j'aide des personnes aussi à faire la même chose que moi. Donc, parfois même à être sur les mêmes créneaux que moi pour coacher le même type de personnes que moi. Et je leur donne tout mon savoir. Parce que moi, je ne vois pas le monde comme quelque chose de limité. Je vois que des opportunités. Et je trouve ça hyper intéressant comment t'en es arrivé là quand même, de t'être coupé de tous les réseaux sociaux justement pendant près de 6 mois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes maintenant qui font ça, qui sont prêts à faire ça. Donc finalement, tu t'es recentré sur ta personne d'abord pour ensuite prendre un peu les feedbacks des personnes et ce que t'ont dit les personnes derrière pour dégager derrière cette unicité, cette singularité. Ouais, exactement. Et je le définirais vraiment comme un retour vers l'intérieur. C'est-à-dire que j'étais très tourné vers l'extérieur, que ce soit dans voilà, prestation de service pour autrui, accompagner autrui, mais c'était surtout travailler pour les gens en fait et pas avec eux. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. Et quand on fait pause et qu'on regarde, on se dit où est-ce que j'en suis? Comment j'ai évolué? Qu'est-ce que je ressens? Mais simplement se poser la question, par exemple, tous les jours qu'est-ce que je ressens à la fin de ma journée, ça peut mettre en lumière des choses. Il y a des personnes, quand elles font ça, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout à leur place. Et pourquoi? Parce que le monde évolue, parce qu'on évolue aussi en tant qu'être vivant. Et que pour moi, la stagnation, c'est pas naturel, en fait. Et je vais l'expliquer rapidement, mais tout pour moi, tout sur la planète et hors de la planète, qu'on parle de l'infiniment grand, l'univers qui est constamment en expansion, les planètes qui tournent jusqu'aux plus petites particules qui sont en révolution, tout est mouvement. Et à partir du moment où on est statique, c'est là où on commence un peu à s'éteindre en fait. Et donc pour moi, le mouvement et l'évolution, c'est normal. On a souvent peur du changement, on a souvent peur d'évoluer en se disant ah mon Dieu, pendant des années j'ai capitalisé sur ça, j'ai développé telle compétence, je peux pas du jour au lendemain tout quitter, etc. Alors personne ne nous demande de tout quitter du jour au lendemain, mais être en évolution, être en mouvement, pour moi, c'est l'état naturel des choses. Et justement, c'est pas pour rien qu'on dit que la zone de réussite, elle est au-delà de la zone de confort, parce que la zone de confort, c'est aussi la stagnation. Et à partir du moment où on évolue, à ce moment-là, des choses nouvelles se produisent. Donc pour moi, faire à la fois ce retour vers l'intérieur, voir réellement ce qui m'animait, bah, c'est aussi un moment, avoir le courage de mettre un miroir en face de soi, de regarder ce qui va et ce qui ne va pas, et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, et de ne pas se laisser enfermer par le quotidien et le côté un peu statique de je suis à ma place, je suis là où on veut que je sois, je reste voilà, bien gentil et je fais ce que j'ai toujours fait, parce que c'est là, en général, c'est là où il se passe le moins de choses. Donc, voilà. C'est hyper intéressant parce que je pense que c'est un challenge qu'on rencontre beaucoup, comme tu dis, de se laisser renfermer finalement sur comment on nous a étiqueté ou comment nous-mêmes on s'est étiqueté. Et derrière, en parlant de challenge, ça m'amène à la question suivante, c'est quoi les autres challenges finalement que tu as vécu là sur ces dernières années où tu étais peut-être à deux doigts de te dire mais
qu'est-ce que je fais là? Là, j'ai vraiment un coup de mou, mais derrière, finalement, tu es reparti de plus belle. C'est quoi les gros challenges vraiment que tu as rencontrés? Bah, les gros challenges, c'est plutôt des challenges au niveau du mindset. Alors, le mindset a plein de niveaux et c'est là où ce que tu disais par rapport même à comment on se définit, c'est aussi notre personnalité. Par exemple, pour moi, un des plus gros challenges, c'était de me mettre face à une caméra. Donc, pendant des années, j'ai bossé en production vidéo plutôt pour des grandes marques dans le luxe, etc. Donc, j'étais derrière la caméra. Et donc, pour moi, c'était plus facile. Et au final, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tous ces gens autour de moi voient ce truc en moi de leader auquel je ne croyais pas? Parce que je m'étais enfermé dans une croyance qui vient peut-être de loin, peut-être de l'enfance, une croyance que j'étais un bon second, un bon mec derrière qui a une vision assez globale des choses, qui voit bien le détail et qui est bien pour être second. Et je me suis jamais posé la question, et si tu étais, entre guillemets, premier? Et si tu étais en première ligne? Et si tu étais visible? Et en fait, ce challenge, ça a été vraiment un challenge de la personnalité. Et moi, ma croyance, c'est que on définit nos propres croyances en fonction du monde extérieur. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de revenir aussi vers l'intérieur, vers l'intuition, vers l'écoute de soi. Quand on reste sur le monde extérieur, disons que les personnes autour de nous vont valider aussi ce qu'on va leur donner comme information. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une conférence et de dire excusez-moi, c'est la première fois que je fais une conférence, je risque de pas trouver mes mots, etc. Les gens vont se focaliser là-dessus. Et donc, quand j'arrive et je dis non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de technique. Non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'expose. Non, mais moi, je ne prends pas la parole en public. En fait, je développe une fausse croyance. Le monde extérieur me renvoie cette image. Je finis par y croire, ça devient ma réalité et ça devient ma personnalité. Mais ce n'est pas vraiment qui je suis. C'est la personnalité. Moi, je vois ça un peu comme des couches, comme un oignon, tu vois. Tu as la couche extérieure qui s'est définie en fonction ou la couche de l'ego qui s'est définie en fonction des feedbacks qu'on a eus. Et à partir du moment où on va commencer à chercher à l'intérieur et se dire qui je suis réellement, là, on est dans une autre dynamique. C'est non plus se laisser transformer ou définir par l'extérieur et finir par croire qu'on n'est pas bon en technique, qu'on n'est pas bon en maths parce que on a peut-être dans une partie de notre vie, pendant une partie de notre scolarité, on a été mauvais en maths. Alors que le cerveau, il est constamment en train de se recalibrer, en train de se reconstruire. Ce qu'on appelle la neuroplasticité. Il y a vraiment des connexions synaptiques neuronales qui se font au niveau plastique vraiment du cerveau, sans forcément qu'on travaille les maths. C'est-à-dire que je fais un truc qui n'a rien à voir avec les maths, mais il y a des connexions qui se font à mon insu dans mon cerveau, qui fait que je vais être un peu meilleur en maths. C'est pour ça qu'on ne peut pas se définir uniquement parce qu'on a cru être une réalité. Alors, je vais donner quelques conseils. Pour moi, il y a plusieurs manières de sortir de ce schéma. Alors, c'est soit faire comme je l'ai fait, se replonger vraiment dans l'intérieur, essayer de comprendre qui on est, mais ça peut être un processus pour certaines personnes qui peut être assez challengeant ou difficile à aborder. Sinon, c'est mettre en place de nouvelles actions. Ça, c'est vraiment le pas le plus facile à faire, c'est mettre en place de nouvelles actions. Par exemple, si je pense que je ne suis pas capable de prendre la parole en public, la première chose que je vais faire, c'est me faire violence, c'est changer ma croyance. Donc, en général, c'est d'aller vers la croyance opposée, de dire, OK, aujourd'hui, je suis capable d'aller parler en public. Et c'est d'y aller. Au début, on va être mal à l'aise. Au début, on ne va pas se sentir à sa place. Mais plus on va le faire, plus ça va changer notre croyance. Plus les gens qui sont autour de nous vont nous donner d'autres feedbacks. Ah, tu es quelqu'un qui est à l'aise en public. Et donc, ça va finir par devenir ma croyance et une nouvelle personnalité. Ça, pour moi, c'est vraiment le pas le plus facile à faire. C'est vraiment par l'action. Par l'action, le côté vraiment physique, quoi. Je prends la décision de le faire. Après, il y a un deuxième pas, c'est la conscience. Je pense que sans aller trop loin dans la thérapie, dans le développement personnel, etc., juste quand on a conscience de quelque chose, on fait, à mon sens, entre 30 et 50% du travail. Par exemple, comprendre que ma peur de vendre, elle est liée à ma peur du rejet parce que peut-être que quand j'étais plus jeune, j'en sais rien, à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir été rejeté par les autres. Eh bien ça, comprendre que c'est ça qui m'empêche d'avancer dans mon business, donc qui m'empêche de mieux vendre, déjà rien que prendre conscience de ça, c'est important. C'est pour ça que à mon sens, c'est intéressant
même si on n'a pas envie de creuser, mais d'être inspiré par des personnes qui sont dans le développement personnel, qui ont une prise de vue, une prise de hauteur par rapport à ces problématiques, le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport à l'image de soi, l'estime de soi, etc. Et c'est pour ça que j'intègre aussi ça dans les accompagnements que je fais en collaborant avec une coach en développement personnel. Et après, pour moi, il y a deux autres dimensions qui sont un peu plus compliquées à aborder, mais qui sont les plus puissantes. C'est la dimension émotionnelle. Comment est-ce que je peux être à l'écoute de mes émotions ou transformer mes émotions pour transformer mon système de croyances, donc ma personnalité. Et après, la dimension qui est plus spirituelle. Donc là, c'est un peu plus dans l'immatériel et c'est un travail de fond qui peut passer par la méditation et par d'autres choses. Donc pour moi, il y a plusieurs leviers, mais le levier le plus facile à mettre en œuvre, c'est vraiment l'action. Des nouvelles actions vont engendrer des nouvelles réactions qui vont engendrer des nouvelles croyances, une nouvelle réalité pour moi et donc une nouvelle personnalité. Et au final, pour finir sur ce sujet, moi, j'estime qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. Et se dire, il n'y a pas d'opportunité dans un marché, c'est ma propre croyance. Et alors qu'il y a des gens qui vont dire, non, non, il y a plein d'opportunités et je vais même vendre 10 fois plus cher que les autres. Je vais faire une offre à 100 000 euros là où les autres vendent au maximum à 10 000 euros. Et ils trouvent des clients. Et c'est vraiment une question de mindset et de croyance. C'est pour ça que pour moi, beaucoup de personnes, au début, pensent qu'elles ont besoin d'outils. Après, on se dit qu'on a besoin de stratégie. Mais pour moi, le vrai truc, c'est vraiment une question de mindset. C'est quoi mon mindset? Et comprendre que mon mindset, ça va être mon meilleur allié ou mon pire ennemi pour pouvoir me permettre d'avancer en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir me permettre de dépasser certains paliers. C'est vraiment un truc clé à retenir et pour moi, c'est le truc le plus challengeant pour revenir aussi à ta question initiale. Le plus gros challenge, c'est ça, c'est le challenge du mindset. Et c'est Et c'est hyper un travail qui… Ouais, parce que en fait, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois que j'interviewe une personne comme toi qui est dans le marketing internet ou même moi quand on m'interviewe, tu vois, je me rends tout le temps compte que finalement, on nous interviewe pour parler quand même de marketing, comment développer une activité et qu'on dérive toujours consciemment ou inconsciemment, qu'on accorde plus d'importance que d'autres sur la personnalité finalement et sur le mindset et sur la manière de penser. Et c'était très intéressant ce que tu dis sur le passage à l'action. Enfin, moi, je l'ai vraiment parfaitement utiliser le côté où pendant très appliqué, ouais. longtemps, j'ai cru que j'étais timide, tu vois, en public. Mm. Et j'ai commencé à devoir donner des formations justement devant 10, 15, 20 entrepreneurs. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte d'une part que j'adorais ça, en fait. Et petit à petit, en fait, bah, il y avait toujours des choses à améliorer, mais je me faisais complimenter. Tu commences à gagner en confiance en toi et tu te rends Ouais. surtout compte que tu aimes ça. Et donc, ça a complètement changé cette croyance-là. Donc, c'est pour Ouais. ça que enfin, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est bien de lire des livres de développement personnel, de lire des méthodes sur les croyances. Rien n'empêche que c'est en passant à l'action que vous changerez complètement votre croyance. Bah, carrément. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, à la base, j'ai eu ce déclic, non pas avec un bouquin de développement personnel, mais avec un bouquin qui s'appelle The Lean Startup, qui est un peu le livre de chevet des start-upers de la Silicon Valley, mais c'est venu jusqu'à nous. Et The Lean Startup, il parle vraiment de l'approche lean, donc agile, c'est-à-dire je mets en place une action, j'évalue, donc je teste, j'évalue les résultats et ensuite je mets en place une nouvelle action. Et ça, pour moi, c'est… Alors, beaucoup parlent de cercle vertueux, mais moi, je parle… Alors, c'est pas un concept que j'invente, mais en tout cas, j'ai plutôt l'image d'une spirale. Parce que pour moi, c'est le cercle vertueux, ça reste un cercle et il n'y a pas d'expansion. Et quand on est dans cette approche agile, pour moi, c'est vraiment une spirale, donc en expansion, puisque à chaque fois qu'on va itérer, qu'on va changer quelque chose, les résultats seront meilleurs. Et c'est rien que ça, cette clé de mindset, pour moi, appliqué dans la vie au quotidien, appliqué dans le business, c'est un levier énorme. Si on ne suit pas ces indicateurs, c'est impossible de faire croître un business. Si je ne suis pas combien je pèse, c'est impossible de savoir si je maigris ou si je grossis, etc., etc. Et pour moi, c'est valable pour tout. Donc, avoir une approche presque scientifique, et moi, j'ai un peu cette vision-là, c'est d'avoir une approche presque scientifique des choses, c'est de dire, eh ben, tiens, je mets ça en place, qu'est-ce que ça m'apporte comme résultat? OK, qu'est-ce que je vais tester à nouveau? Et du coup, après, c'est pour ça que je parle que d'opportunités. Le champ des possibles, il est énorme et on se dit, il y a toujours une solution pour pouvoir faire évoluer ce que j'ai comme résultat. Et ce que j'aime bien en ce moment, je trouve, avec l'approche, bon, depuis quelques années, on parle beaucoup d'entonnoir, de tunnel de vente ou de funnel, peu importe le terme. C'est que justement, dans le funnel, il y a cette notion de conversion.
Les conversions, c'est des maths. Euh, et du coup, l'évolution des conversions, ça met déjà dans un mindset d'évolution. Et c'est pour ça que les personnes qui comme moi, disent, bah voilà, en intégrant un entonnoir de vente, ton business va augmenter. Pourquoi? C'est parce que ça met aussi dans un nouveau mindset, dans un mindset de test, dans un mindset d'évaluer les résultats, etc., etc. On vient plus en se disant, euh, j'ai la réponse, je mets en place ce truc-là et c'est bon, ensuite tout va rouler. Non, c'est vraiment une logique de test qu'on a aussi dans la logique de la publicité Facebook, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est une question de mindset et c'est pour ça que la question de mindset, pour moi, elle est inhérente à l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, alors c'est marrant puisque pour me faire accompagner sur une levée de fonds, une nana me disait, mais moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez une nana, si vous couchez avec elle, si alors elle disait ça pour rigoler, puis elle a un tempérament, elle est assez marrante, mais elle disait ça pourquoi? Elle disait, bah, si l'entrepreneur il est hyper bon dans son business, mais que dans sa vie à côté, ça part en live, son business va partir en live. C'est sûr et certain. Si la personne elle a une mauvaise hygiène de vie, et on peut parler des dérives comme la drogue, etc. On a vu des entrepreneurs, des grands patrons, voilà, faire capoter leur business à cause de leur personne, à cause de leur déviance. On va parler par exemple de DSK, etc., etc. Donc ça, c'est une question de mindset. C'est vraiment une question de style de vie, de mindset. Et il y a forcément une porosité entre toutes ces choses-là. Il y a un lien très direct entre est-ce que je fais mon lit tous les matins et est-ce que mon business est en ordre. Il y a un lien très direct entre est-ce que ma maison, mon appartement est en bordel et est-ce que mon business est en bordel. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. C'est-à-dire que si je vais dire à une personne, écoute, toi, tes premiers steps pour que ton business fonctionne, c'est de mettre de l'ordre chez toi, de mettre de l'ordre dans ton compte en banque, de mettre de l'ordre dans ta famille ou avec ta nana et de ne pas fuir la réalité, de boire de l'eau et d'aller marcher le matin, la personne, elle va me prendre pour un fou. Pourtant, si elle fait ça et qu'elle se met une bonne routine et qu'elle rentre dans un nouvel état d'esprit, son business va être impacté, mais de manière colossale parce qu'elle sera plus focus, elle sera plus ordonnée dans ses idées, elle aura plus de hauteur de vue, elle saura prendre du recul, etc., etc. Et ça, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec des entrepreneurs qui sont déjà lancés parce que quand on commence, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce dont on a besoin. Quand je parle à une personne de sa relation à l'argent, de ses croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport au travail, je sais que ça fait écho quand elle a un petit peu de bouteille. La personne qui n'a pas de bouteille, elle arrive, elle se dit pompe it up, je vais faire comme tout le monde, je vais devenir millionnaire sur Internet, je vais me lancer, je vais tout cartonner parce que j'ai regardé toutes les conférences possibles et imaginables, etc., etc. Sauf que c'est pas ça. L'essentiel, il se passe là. Il se passe là. Et ça, c'est quelque chose qui demande, voilà, qui demande de la prise de conscience et du travail. Ça me faisait sourire quand tu disais, si je dis à l'entrepreneur de boire un verre d'eau le matin, d'aller marcher, il va me prendre pour un fou. Pour l'avoir expérimenté de temps en temps en formation, quand j'étais censé former la personne uniquement sur le marketing et que malgré moi, tu vois, je commençais à dériver finalement sur la personnalité, j'avais clairement des retours d'entrepreneurs qui me disaient, ouais, non, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ah, on attaque directement dans le dur. Alors que pourtant, on voyait directement que c'était ce qui pouvait vraiment avoir un réel impact sur son business. Si on met un peu de côté, on a énormément parlé de personnalité, de développement de mindset, etc. Si là, tu as un entrepreneur qui se lance justement, qui commence, ça fait 2-3 mois qu'il est lancé, quels seraient les 2-3 conseils que tu lui donnerais au niveau purement marketing justement? Tu parlais un petit peu d'entonnoir de vente, de Ouais. Facebook. Quels seraient les 2-3 conseils que tu aurais à donner pour vraiment un jeune qui se lance et qui démarre son business, que ça soit finalement un business de coaching en ligne ou d'infoproduits ou même de prestation de services finalement? Alors, je lui dirais, ce que disent les Américains, ils ont un acronyme pour ça, c'est KISS. Keep it stupid simple. C'est vraiment c'est dur à faire prendre conscience de ça parce que quand on met le doigt dans tout ce qui est entonnoir de vente, ça nous bouffe le bras et on imagine des trucs hyper complexes, on est hyper content. Tiens, regarde mon entonnoir de vente et tu as fait un schéma genre hyper complexe, etc. en se disant ouais, je suis trop fier, j'ai imaginé un truc de fou. Ouais, mais en vrai, avant de vendre de manière un peu plus automatisée, parce que pour moi, l'entonnoir de vente, c'est aussi une manière d'automatiser une partie du process, de faciliter le process.
il faut déjà vendre. Et pour vendre, pour moi, les leviers les plus importants, c'est d'abord de savoir à qui on s'adresse, de connaître les vraies problématiques et les problématiques même sur le plan émotionnel, puisque la vente, c'est d'abord un acte émotionnel et ensuite le backup, il va être rationnel. Donc, c'est déjà comprendre ce que vivent les personnes, mais surtout comprendre qui elles veulent devenir. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est de se dire, tiens, je prends une personne à un état donné, voilà les problématiques qu'elle a. Sauf que la chose la plus importante, c'est de comprendre où elle veut aller. J'aime bien le parallèle, je fais souvent le parallèle entre Yoda et un maître Jedi. Le maître Jedi ou le Padawan, il veut devenir un maître Jedi. Si on se contente juste sur ses besoins de Padawan, on se concentre sur ses besoins de Padawan, en fait, on ne va pas servir sa cause. C'est parce que nous, on est en tant que mentor, en tant que coach, comme une espèce de Yoda pour cette personne-là, qu'on comprend qu'elle veut, que la force, elle l'a déjà en elle, mais qu'elle veut devenir un maître Jedi. Et moi, mon objectif, c'est de l'aider à devenir un maître Jedi. Et si je n'ai pas compris qu'elle veut devenir un maître Jedi, je passe complètement à côté des choses si je me concentre juste sur ses besoins de Padawan. Donc ça, j'aime bien ce parallèle parce qu'on comprend, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, on comprend que le plus important, c'est de se focaliser sur ce que la personne veut devenir, sur ce qu'elle veut faire. Et c'est là où des grands entrepreneurs qui sont visionnaires comme Elon Musk, on ne peut pas comprendre Elon Musk si on s'arrête sur ce qu'il fait aujourd'hui. On peut le comprendre que par rapport à sa vision de là où il veut être demain, de là où il veut emmener le monde. Pareil pour Steve Jobs, pareil pour beaucoup d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, je dirais aux personnes, déjà, concentre-toi sur tes avatars clients, connaître leurs besoins et ce qu'ils vivent sur le plan émotionnel. C'est en te connectant à ce qu'ils vivent émotionnellement et en employant leurs mots, en leur parlant de ce qu'ils vivent, que tu vas réellement te connecter avec eux et qu'ils vont se dire, cette personne comprend ce que je vis et que ça va rendre les choses irrésistibles. Après, même sans être un as du copywriting, en leur parlant juste de ce qu'ils vivent, c'est beaucoup plus simple de convertir, de toucher, etc. Donc déjà, il y a cette compréhension-là. Ensuite, je dirais, développe ton unicité ou ta singularité en ayant une offre qu'on appelle une offre signature, une solution signature, qui est une solution qui te ressemble, qui te permet de te différencier et d'avoir ce qui est beaucoup utilisé en marketing, mais un mécanisme unique. C'est-à-dire que ta manière de les emmener d'un point A à un point B, c'est pas la même que tous les autres. Si tu aimes le sport et que tu aimes l'entrepreneuriat et que tu dis mais ouais, je peux pas trop mélanger les deux parce que j'aime coacher les gens en sport, mais j'aime aussi les coacher en business, bah, peut-être que ton approche unique, ce sera d'avoir une approche qui passe à la fois par le physique, par voilà, le travail sur le corps peut-être et sur le business de la personne. Et ça va être ton mécanisme unique. Et dernier point que je donnerais, c'est la vente directe. Alors, en général, je suis assez contre quand on ne connaît pas son avatar client, quand on ne connaît pas les besoins de son client et qu'on n'a pas d'offre unique. Mais quand on a ça, on peut déjà aller voir des personnes. On peut utiliser des applications comme Shaper qui permettent une espèce de comment ça s'appelle de Tinder professionnel, ouais. Voilà, de Tinder professionnel pour trouver des personnes qui ont des besoins. Moi, je trouve des clients sur Shaper, sur LinkedIn en touchant les personnes directement. Ou par mail ou même des appels froids. Par contre, il faut être dans la logique que Jay Abrams, qui a beaucoup parlé de ce principe-là qu'on appelle la prééminence, c'est de donner avant de demander. Donc, il faut vraiment être dans cette logique-là. C'est pour ça qu'avoir ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à prospect, c'est important puisqu'on arrive en donnant quelque chose. Si tu es dans le web, par exemple, je ne sais pas, tu fais des sites web pour entrepreneurs, tu pourrais très bien aller voir des personnes en leur disant, voilà, j'ai identifié 5 points sur votre site qui vous empêchent d'avoir des clients. Le premier point, c'est que vous n'avez pas de pixel Facebook. Et donc, le jour où vous allez vouloir faire de la pub Facebook, déjà, les gens viennent sur votre site et vous ne pouvez pas les retoucher. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne pouvez pas les recibler. Vous ne pouvez pas, voilà, le jour où vous allez faire de la publicité Facebook, ce sera pauvre parce que vous n'aurez pas toute la data qui vient déjà sur votre site, etc., etc. Donc ça peut être un premier truc. Et après, on peut dire, voilà, j'ai relevé 4 autres points. J'aimerais qu'on puisse en parler au téléphone si ça vous intéresse. Déjà, rien que là, j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Je l'ai au téléphone, je lui donne les 4 autres points. Et en général, si j'ai 5 points qui sont quasiment les erreurs que font toutes les personnes, c'est facile à faire. Je le fais une fois. Après, je passe juste sur des sites et je fais mon petit check de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas.
Et après ça, une fois que je lui ai donné, ben, c'est de rentrer dans ses problématiques et de laisser parler la personne de ses problématiques. Si ce n'est pas le bon moment, elle saura nous le dire et il faut considérer que c'est un non. Par contre, si elle est très intéressée et qu'elle a compris qu'elle a une vraie problématique, là, on peut aller plus loin et lui faire une proposition. Et en faisant ça, les personnes comprennent qu'on est là pour les aider, qu'on n'est pas là pour faire de la vente forcée. Et en plus, la confiance a été créée assez rapidement parce qu'on leur a donné quelque chose. Et il y a certaines étapes minimum à ne pas rater dans une relation avec un client pour faire la vente. Et peu importe la durée que ça prend, ça peut se faire en 10 minutes ou ça peut se faire en 90 jours, mais il ne faut pas rater ces étapes-là. C'est déjà capter l'attention de la personne, donc avec quelque chose qui va accrocher. Sinon, on ne peut pas lui parler si on n'a pas capté son attention. Ensuite, c'est susciter son intérêt, donc lui donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle la structure AIDA, AIDA. Susciter son intérêt. Ensuite, faire monter le désir. Il faut qu'elle ait l'envie de travailler avec nous. Et ensuite, lui faire passer à l'action. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre, mais alors c'est peut-être de l'autosabotage, mais qui oublient le dernier point, c'est faire passer à l'action. Elles finissent un call téléphonique sans avoir fait de proposition, sans avoir dit à la personne voilà comment on peut travailler ensemble. Elles finissent un mail sans qu'il y ait un appel à l'action, cliquez ici, allez ici, etc., etc. Et au final, en fait, elles se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'elles ont fait 90% du travail et les 10% restants, elles ne le font pas. Donc, la mission, et ça, c'est aussi une question de mindset, si on est convaincu que ce qu'on apporte a de la valeur, il ne faut pas avoir peur de vendre. Il ne faut pas dire qu'on vend son âme au diable. Il ne faut pas dire qu'on fait, entre guillemets, la prostituée ou qu'on essaye de faire de la vente forcée. Si on est convaincu que ce qu'on apporte une valeur ajoutée à ses avatars clients, il faut vendre, 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 vendre. Et il faut y aller vraiment sans peur. Et typiquement, j'ai une cliente, le jour où elle a compris ça, maintenant dans tous ses mails, dans toute sa communication, elle finit toujours par un appel à l'action et elle attire des clients en organique. Elle ne fait pas encore de publicité Facebook, mais elle attire plein de clients en organique parce que justement, elle pousse à l'action. Et dans son mindset, il y a eu un déclic. Le fait de se dire, ouais, mais en fait, vendre, c'est pas mal. Vu que ce que je fais apporte de la valeur, j'ai pas de souci à proposer à chaque fois. Et il n'y a pas de souci. Il vaut mieux qu'il y ait des gens qui disent, j'en ai marre. J'en ai marre de voir vos messages. Ça veut dire qu'on fait son taf, d'être visible et d'apporter de la valeur aux personnes. Il vaut mieux avoir des gens qui disent j'en ai marre de vous voir, j'en ai marre de voir vos propositions, que l'inverse, en fait, que des gens nous disent en fait, je ne savais même pas que tu faisais ça, quoi. Sinon, on faillit à sa mission. Je trouve ça à la fois hyper curieux et très pertinent parce que c'est exactement ce que je conseille à mes clients aussi. Que je te demande 3 conseils en 2018 à l'époque où on parle que de publicité Facebook, d'entonnoir de vente, de webconférences, etc. Et que tu es directement insisté sur aller proposer vos offres directement, faire de la vente directement, aller contacter directement votre avatar. Je trouve ce discours-là, en fait, on ne l'entend plus du tout alors que finalement, c'est quelque chose qui a toujours existé de tout temps, en fait. C'est juste que Internet est juste un nouveau canal de communication qui facilite en fait le fait de faire ça. On n'est plus à prendre notre vieil annuaire pour composer le numéro de téléphone. Là, on le trouve beaucoup plus facilement. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, quand j'accompagne mes clients, quand je leur propose de faire ça, finalement, ils se disent « Ah, mais en fait, j'y avais même pas pensé. Je cherchais à faire un bel entonnoir de vente, bien chillé, bien propre, pour avoir des beaux taux de conversion. Mais j'en oublie d'aller contacter directement mon avatar. » Ouais, et alors pourquoi est-ce que je conseille ça alors que moi je suis à fond dans le digital, je suis acquis au digital, etc. Et je dis pas que c'est la solution ultime, je dis que c'est la première marche. Et avant de vendre quelque chose automatiquement avec des conversions folles, il faut d'abord vendre. Et c'est ça la première étape. Il vaut mieux avoir un groupe Facebook organique où on fait venir des gens en organique, voire même on leur envoie des invitations directement en message privé. Et dans le groupe Facebook, progressivement, on apprend à connaître nos avatars clients et on leur fait des propositions en privé. Il y a aussi cette approche-là, mais c'est de vendre directement. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment la première marche. Une fois que ça fonctionne, et qu'on a peaufiné notre offre, c'est beaucoup plus facile après dès qu'on met en place un entonnoir de vente qui va nous prendre quelques jours, semaines, pour certains des mois à monter, d'avoir des bonnes conversions. Et il vaut mieux commencer en sachant que ça vend et en commençant à avoir des feedbacks à chaud et très directs. Une personne qui me dit non, je peux très bien lui demander, écoutez, je ne vais pas lui dire pourquoi est-ce que vous ne voulez pas travailler avec moi, c'est trop offensif. Mais par contre, lui dire,
qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on travaille ensemble? Bah, la personne, elle va me dire, bah, en fait, c'est pas le moment ou bah, j'aime votre approche, mais je pense que ce sera trop cher parce que vous avez trop d'expérience ou etc., etc. Et donc là, progressivement, je prends des feedbacks et je fais évoluer mon offre là où c'est impossible de faire ça quand on a un entonnoir de vente parce que va chercher pourquoi la millième personne qui est arrivée sur ta page n'a toujours pas voulu acheter. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de split testing ou A/B testing en disant bah tiens, je vais changer ça en copywriting, je vais changer ça, je vais mettre une vidéo, je vais changer le ton de la vidéo. C'est peut-être le ton de ma voix qui va pas. Il y a même des gens qui rendent leur voix plus grave et qui voient que ça augmente des conversions. Bref, il y a tellement de possibilités et il y a des gens qui font des bouquins comme ça avec des centaines de choses à tester que pour moi, c'est contre-productif de commencer comme ça parce qu'on commence par l'automatisation là où avant, il faut s'être confronté au minimum en fait. Et moi, c'est ce que j'appelle l'approche minimum viable. C'est quoi l'approche minimum viable pour lancer ton business? Et ça a plusieurs intérêts. C'est lancer son business rapidement. Ce n'est pas des gens qui s'embourbent pendant des mois et des mois. Ils disent ah ben tiens, j'ai vu tel entrepreneur qui fait des conférences, je vais faire des conférences. Ah ben j'ai vu tel entrepreneur qui a dit que le truc c'était être sur Instagram, donc je vais sur Instagram. Ah ben celui-là, il dit que c'est Facebook la clé. Et donc en fait, on est perdu. Et pour avoir plus de clarté, parler directement à ses avatars clients avec le lien le plus direct possible, pour moi, c'est le premier pas. Après, seulement une fois qu'on a fait ça, au même titre que avant de lancer un véhicule, on va peut-être faire un concept car, on va peut-être faire une chaîne de production plutôt manuelle voilà, pour faire son prototype. Une fois que c'est bon, après, on va industrialiser. Mais si on passe directement à l'industrialisation sans avoir testé, c'est le meilleur moyen de se casser la figure, d'être soit écœuré du truc parce qu'on voit que ça ne marche pas, d'avoir du mal et traîner, de se traîner pendant longtemps avant d'avoir ses premiers résultats. Donc, vendre directement et je dirais même encore plus si on peut, si on est plutôt dans coaching, consulting, etc., lancer une offre haut de gamme, c'est le meilleur moyen déjà d'avoir directement du cash pour pouvoir après peut-être faire des choses plus automatisées, à plus grande échelle, vendues peut-être moins cher à une audience plus massive. Mais pour moi, dans l'échelle, il y a d'abord commencer à tester, donc en direct, avoir des feedbacks directs, faire évoluer les choses. Et une fois qu'on est sûr que ce qu'on a fonctionne, c'est utiliser les effets de levier qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et après, je comprends, hein, il y a un peu la hype dans laquelle je suis tombé aussi au début, hein, de tout ce qui est voilà, funnel, etc., qui fait qu'on se dit, bon, ben, il faut absolument que je fasse ça. Mais ceux qui vous disent, ouais, moi, pourquoi ça marche, c'est parce que j'ai un entonnoir de vente, ce sont des gens qui sont là aussi depuis des années. Et on ne peut pas répliquer ce qu'ils ont fait sans être passé au minimum par certaines étapes. Ils ne se sont pas construits une audience du jour au lendemain. Ils n'ont pas tout automatisé du jour au lendemain avec une équipe de 10 personnes, etc., etc. Au début, quand on commence et qu'on n'est pas rentier, qu'on n'a pas beaucoup d'argent vraiment à gaspiller, parce que pour moi, c'est du gaspillage, on ne peut pas commencer avec cette échelle-là. Il faut commencer par quelque chose de plus direct, de plus humble et qui n'apporte pas moins de résultats. Il vaut mieux vendre trois ou même, allez, on va dire, OK, je trouve 2 clients à 5 000 euros, je fais mes 10 000 euros par mois. Et il vaut mieux commencer comme ça pour après financer son business un peu plus automatisé que d'essayer de trouver 100 clients à 100 euros par mois, tu vois, pour faire ces 10 000. Donc, pour moi, il y a une question voilà, de logique, d'inertie aussi, parce que quand on commence, il y a toujours un peu d'inertie avant que ça prenne, etc., etc. Et la manière la plus rapide d'avoir des résultats, c'est de toucher les gens directement, mais en connaissant leurs problématiques. Si on le fait à l'ancienne, en appel froid, oui, bonjour, je suis consultant, voilà ce que j'ai fait, voilà mon pédigré, comment on peut bosser ensemble, ça ne marche pas. C'est maximum 1 à 3% de conversion. Par contre, quand on prend son téléphone, on dit voilà, qu'est-ce que vous vivez? Vous avez cette problématique, voilà ce que je vous donne et on peut avancer ensemble si vous voulez et qu'on a développé voilà, son empathie, on connaît son avatar client, on a son offre signature, etc. Là, on a des résultats et les résultats, c'est si on a quelque chose qui fonctionne correctement, c'est déjà entre 20 et 30% de conversion. Donc, on est meilleur que les meilleurs des commerciaux dans les meilleures boîtes parce qu'on a fait les choses différemment.
Top, merci beaucoup. Merci vraiment d'être sorti un petit peu des clichés qu'on entend régulièrement sur le marketing, sur les tunnels de vente. Et je pense vraiment, enfin, c'est extrêmement utile pour beaucoup de personnes ce que tu viens de dire. Et j'avais juste une dernière question que j'aime beaucoup, que j'ai piqué un peu à Tim Ouais. Ferriss, enfin un peu même beaucoup à Tim Ferriss, mais que j'aime beaucoup poser aux entrepreneurs que je rencontre, que j'apprécie. C'est quel a été pour toi le meilleur investissement que tu as fait de moins de 100 $ sur ces 6 derniers mois pour le bien de ton Ah, entreprise? 6 derniers mois, le meilleur investissement de moins de 100 $. Ah, si, c'est un mec qui s'appelle Jesse Elder, Ok, je connais pas. un Américain qui s'appelle Jesse Elder, qui a des programmes. Alors, c'est plutôt sur le mindset, mais des programmes qui sont hyper puissants. C'est-à-dire qu'il met des choses très simples en place. Et il est plutôt sur des programmes à 80, ouais, 97 dollars qui sont ultra puissants. Vraiment, en termes de mindset, c'est ultra puissant. Et je pense que pour des personnes qui sont… Alors, faut un minimum de recul. C'est pour ça que je pense que pour des personnes qui débutent, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas, pour des personnes qui entreprennent déjà, voilà, avoir des accompagnements en termes de mindset, pour moi, c'est hyper important. Et puis après, je dirais les autres investissements qui ont le plus d'impact pour moi et moins de 100 $, c'est faire un plein dans ma bécane, partir dans la pampa et puis me retrouver tout seul, pouvoir réfléchir et surtout lâcher prise. Surtout Ouais. lâcher prise. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un mélange de lâcher prise et de tenir bon. Parce que quand on pense que tout n'est pas rose ou tout ne fonctionne pas comme on veut, il faut savoir tenir bon, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Et quand on est dans la résistance, alors je sais pas à quoi c'est dû, il y a des lois universelles qu'on comprend pas toujours, mais quand on est dans la résistance, c'est là où les choses, à mon sens, fonctionnent le moins. Quand on est dans le lâcher prise, qu'on essaye de se détacher aussi du résultat en disant bah voilà, je fais ça parce que j'aime faire ça, j'aime accompagner des gens et je lâche un peu prise sur le résultat, boum, j'ai l'impression que les choses elles se débloquent parce que voilà, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route et donc voilà, pour moi c'est aussi lâcher prise. Donc vous n'avez pas besoin de faire des choses hyper coûteuses pour lâcher prise et vous reconnecter à vous-même et retrouver du plaisir et sortir aussi de la pression que peut être l'entrepreneuriat. Ça peut être marcher en forêt pour ceux qui aiment ça. Ça peut être prendre un cours de danse pour ceux qui ont envie un peu de, voilà, de bouger leur corps et toute autre petite chose qui sont des petits plaisirs qui, à mon sens, il faut réussir à reprendre goût. Parce que quand on entreprend, on a des grandes idées, on a des gros objectifs, etc. Mais reprendre plaisir dans les petites choses, ça permet aussi de donner plus de légèreté à tout ça, Ouais. Et dans je le trouve hyper quotidien. intéressant, clairement, d'alterner quand on est entrepreneur entre les phases d'accélération où on est vraiment à fond, on est vraiment au taquet, on est surmotivé par tel ou tel projet, et une autre phase, comme tu disais, un peu plus de lâcher prise, où on est beaucoup plus relax et le business tourne plus ou moins tranquillement, mais on est moins dessus pour le coup. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Can, pour ta transparence, pour cette interview et pour tout le contenu que tu nous as partagé. Je te laisse terminer par un dernier mot, mais en tout cas, merci pour cette interview. Et puis, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Et un dernier mot si tu as à ajouter pour terminer cette interview. Ouais, ben, merci à toi. Ben, je tenais à te dire aussi que c'était un vrai plaisir déjà d'être interviewé là, mais aussi de travailler avec toi. Je pense que des entrepreneurs comme toi sont aussi exemplaires. L'envie d'accompagner les autres, la capacité aussi à se remettre en question, à vouloir travailler sur soi. Et aussi, ce que je trouve exemplaire, c'est que pour quelqu'un comme toi qui a déjà énormément de bagages, qui sait accompagner des gens, pouvoir dire, moi aussi, je me fais coacher. Moi, c'est mon cas aussi. Je me fais coacher sur certains plans et je trouve que c'est important parce que on ne peut pas demander à des gens de faire des choses sans qu'on les fasse nous-mêmes. Et c'est très souvent le piège et un vrai piège de mindset aussi. Il y a des personnes qui ont peur d'être jugées, donc elles ne comprennent pas qu'elles ont du mal à faire les choses parce qu'elles ont peur d'être jugées, alors qu'elles passent leur temps à juger les autres. Si on pense que des personnes devraient nous faire confiance pour du coaching, je pense qu'on doit être aussi soi-même dans dans l'état d'esprit d'accepter de se faire coacher, même si on pense qu'on est suffisamment avancé, parce que avoir un autre angle de vue de la part d'autrui, je trouve que c'est à la fois une humilité en tant que personne d'accepter ça, mais c'est aussi montrer l'exemple.
Et je trouve qu'en ça, ta démarche est top. Donc, je tenais aussi à la fois à te remercier, à t'en féliciter. Et puis, je finirai par ma phrase habituelle. Je dis toujours, sois toi et crois en toi. Il n'y a qu'une seule version de soi-même. Et je pense que la meilleure des choses, c'est d'accepter qu'on est tous extraordinaires, d'aller chercher son unicité et devenir son propre héros pour inspirer les autres. Voilà. Top, magnifique conclusion. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Can. Merci pour tout. Et à très bientôt. Salut. Merci à toi et je te dis à très vite. Et puis sinon, comme voilà, on peut me retrouver sur gentlemanmotivateur.com Ça ou la marche. page Facebook. Et ben, on mettra les Voilà. liens en dessous de l'interview. À très bientôt. Merci à Salut, toi. Can. À très vite. Bye bye.